Bonjour, je propose une valorisation d'une entreprise par DCF sur la base de quelques informations financières disponibles. On dispose du chiffre d'affaires sur la période 2020-2023, de l'EBE jusqu'en 2023, du REX, des investissements jusqu'en 2023 et du BFR seulement en 2020. Alors on va commencer par déterminer le taux de croissance du chiffre d'affaires. Évidemment, si on voit que de 2020 à 2021, on est toujours à 100, ça veut dire que le taux de croissance est égal à 0%, on n'a pas besoin d'Excel pour ça. Je vais toutefois entrer la formule pour pouvoir l'étendre vers la droite. Donc je prends le chiffre d'affaires de 2021 divisé par le chiffre d'affaires de 2020, le tout moins 1. Et je peux étendre cette formule jusqu'en 2023. Et je constate qu'en 2023, le taux de croissance est de 9,1%. On ne peut pas imaginer que ce taux de croissance très élevé soit soutenable à long terme. Par conséquent, il convient de prendre en compte un taux de croissance que l'on considérera jusqu'à l'infini, beaucoup plus raisonnable, de l'ordre de 2 à 3%. On va retenir 3%, que nous avons saisi déjà au-dessus. Et l'idée, c'est de faire évoluer linéairement, converger linéairement le taux de croissance du chiffre d'affaires de 9,1% en 2023 vers 3% en 2025. Alors comme on n'a que 2 années de prolongation, on pourrait faire la moyenne, mais histoire d'avoir une formule d'interpolation linéaire, on va dire que l'on repart du 9,1% et que la différence entre 9,1% et 3% est étalée sur 2 ans. Voilà. Une fois que je connais le taux de croissance annuel, je peux l'appliquer au chiffre d'affaires de l'année précédente, c'est-à-dire qu'en 2024, le chiffre d'affaires sera égal à 120 que multiplie 1 plus le 6% de croissance de l'année 2024. Et naturellement, je peux étendre la formule jusqu'en 2025. Ensuite, je vais vouloir prolonger l'EBE. Pour cela, je vais considérer le taux de marge de BE, qui n'est autre que le ratio EBE sur CA. Alors je peux faire le calcul en 2021, 10 divisé par 100, qui bien évidemment nous donne 10%. Nous allons étendre ce taux de marge de BE jusqu'en 2023 pour constater plutôt que chaque année, ce taux de marge est en amélioration. On peut donc imaginer qu'au-delà de 2023, il continuera à s'améliorer. Toutefois, vu de l'extérieur, on n'a aucune information qui nous permet de savoir de combien ça va augmenter. Donc l'approche la moins critiquable est celle qui consiste à dire soyons conservateurs et considérons que à partir de 2023, le taux de marge de BE sera égal à 16,7%. Voilà, donc on étend ce 16,7% jusqu'en 2025. Et bien évidemment, si l'on applique, et c'est ce qui apparaît ici, le taux de marge de BE, EBE sur CA au chiffre d'affaires, nous avons naturellement le résultat correspondant à l'EBE. Alors, entre l'EBE et le REX, nous avons les dotations aux amortissements. Donc les dotations aux amortissements, c'est la différence entre l'EBE et le REX. Si je veux les signer négativement parce qu'il s'agit d'une charge, je vais dire que je fais la différence entre le REX et l'EBE. Voilà. Alors, nous pouvons ensuite faire le ratio, comme nous l'avons fait pour le taux de marge de BE, entre les dotations et le chiffre d'affaires. Après tout, les dotations proviennent de l'amortissement des immobilisations qui permettent de soutenir la croissance. Par conséquent, je calcule le ratio dotation sur CA, ce qui nous donne évidemment 2% en 2021, 2 divisé par 100. Nous pouvons étendre la formule jusqu'en 2023 et considérer que ce moins 2,5% sera maintenu au-delà. Voilà. Et naturellement, si pour chaque année, respectivement 2024 et 2025, nous connaissons le ratio dotation sur CA, il nous suffit de l'appliquer au chiffre d'affaires pour en déduire les dotations de l'exercice. Voilà. Alors le REX, c'est la différence entre l'EBE et les dotations. L'EBE qui est renseigné en 2024, et normalement je devrais faire moins les dotations, mais comme elles sont déjà signées négativement, puisqu'il s'agit de charges, je prends plus le montant négatif pour lequel les dotations ont été entrées. Alors, pour avoir le free cash flow, il faut que j'impose le REX. Donc je vais mettre IS sur REX, sur résultat d'exploitation. Nous savons que le taux d'IS retenu est de 30%, donc nous appliquons 30% au REX de l'exercice. Nous allons toujours reprendre ce 30%, donc nous allons considérer que la cellule D10 est fixe
Pour cela, je mets des $. Si vous êtes sur un PC, vous tapez F4 pour avoir directement les $. Sur un Mac, commande T. Et ensuite, nous pouvons étendre la formule jusqu'en 2025. Ce qui nous donne un résultat opérationnel net, qui est évidemment le REX moins l'IS, c'est-à-dire le REX plus le montant négatif de l'IS. Négatif parce qu'il s'agit d'une charge. Voilà. Alors, une fois que nous avons ça, une fois que nous avons le résultat opérationnel net, il convient de réintégrer les dotations qui sont juste au-dessus, alors qu'ils sont signés négativement du point de vue du compte de résultat parce qu'il s'agit d'une charge. Quand il s'agit de les réintégrer pour les retraiter, pour les éliminer, eh bien, je mets moins, histoire que le montant négatif arrive en positif dans cette deuxième partie du tableau. Alors ensuite, il faut déduire les investissements. Nous les avons de 2021 à 2023, il faut prolonger jusqu'en 2025. Alors le plus naturel est de se dire que l'année 2025 est la dernière année de notre business plan, l'année au cours de laquelle la société a atteint son rythme de croisière, que les agrégats peuvent être considérés comme normalisés, normatifs, récurrents, et par conséquent, à partir du moment où l'entreprise a atteint son rythme de croisière, elle va investir à hauteur de ses dotations aux amortissements. Ce qui veut dire que du point de vue des montants en valeur absolue, on va égaliser en 2025 les dotations et les investissements nets. Évidemment, les investissements constituent des décaissements, par conséquent, je ne vais pas avoir 3, mais moins 3. Je vais procéder, comme je l'ai fait pour taux de croissance du chiffre d'affaires, par interpolation linéaire entre 2023 et 2025. Évidemment, on sait tous que c'est 4,5 qu'il doit y avoir ici en faisant la moyenne des deux, mais pour avoir la formule, comme c'est signé négativement, je dis que je repars du montant de 2023 et j'enlève la différence entre le montant de 2023 et le montant de 2025 que j'étale sur 2 ans. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à enlever la variation du BFR. Alors, on va mettre un delta en utilisant la police symbole. Voilà. Mais pour avoir la variation du BFR, encore faudrait-il avoir le BFR. Alors le BFR, nous ne le connaissons que pour 2020. En fait, il a été récupéré dans le rapport annuel, en faisant la différence entre l'actif circulant et le passif circulant que l'on trouve dans le bilan. Alors, ce que nous allons faire, puisqu'il faut bien prolonger le BFR, comme nous avons prolongé les autres agrégats, c'est revenir à ce qu'est le BFR. Actif circulant moins passif circulant. Stock plus créance moins dette fournisseur, pour être très schématique. Ces 3 agrégats sont en relation directe avec le chiffre d'affaires. Plus je vais vendre, plus j'aurai de créances clients. Plus je vais vendre, plus je vais avoir besoin d'avoir des stocks pour répondre à la demande. Plus je vais vendre, plus je vais devoir m'approvisionner auprès de fournisseurs. Donc plus je vais avoir de dettes fournisseurs. Et en supposant que la durée du crédit client et la durée du crédit fournisseur sont inchangées au cours du temps, en supposant que la politique de gestion courante concernant les stocks est inchangée, eh bien, il est logique d'indexer le BFR sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour 2020, je rapporte 60 à 100, ce qui bien évidemment nous donne 60%, et nous allons maintenir ce 60% jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Voilà. Alors, si nous connaissons le ratio BFR sur CA et que nous connaissons, ce qui est le cas ici, le chiffre d'affaires, il est aisé d'appliquer ce ratio BFR sur CA au chiffre d'affaires pour en déduire, bien évidemment, le BFR. Et si nous avons le BFR, de chaque année, nous pouvons en déduire la variation du BFR qui, je le rappelle, doit être déduite dans un calcul de free cash flow. Je renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les raisons de la déduction de la variation du BFR dans un calcul de cash flow. Donc évidemment, en 2021, je prends le montant de 2021 moins le montant de 2020. Voilà, ce qui nous fait bien sûr 0. Et naturellement, je peux étendre jusqu'au bout. Et finalement, si je décide de faire la somme algébrique de tous les agrégats qui vont du résultat opérationnel net jusqu'à la variation du BFR, j'obtiendrai le free cash flow. Donc est donc égal à la somme de tous les montants du résultat opérationnel net jusqu'à la variation du BFR. Voilà. Et donc, je peux étendre cette formule jusqu'en 2025 pour avoir le free cash flow. Alors, une fois que nous avons le free cash flow, il nous reste à l'actualiser chaque année. Pour cela, il nous faut un taux d'actualisation qui est le coût moyen pondéré du capital.
pour avoir le coût moyen pondéré du capital, il nous faut d'abord le coût des capitaux propres. Alors j'ai indiqué le taux sans risque, le taux des OAT à 10 ans, le bêta de la société, la prime de risque du marché. Nous pouvons en déduire par le MEDAF le coût des capitaux propres, qui sera égal au taux sans risque, taux des OAT 1%, plus le bêta 1,5, que multiplie la prime de risque du marché 7,5. Et cela nous donne bien sûr un coût des capitaux propres de 11,5%. Nous avons le coût de la dette, et nous avons des éléments qui vont nous permettre de calculer les coefficients de pondération pour avoir le taux d'actualisation grand K, qui est le coût moyen pondéré du capital. Alors, ce coût moyen pondéré du capital, c'est le coût des capitaux propres, que multiplie le poids des capitaux propres dans le financement. Alors, on va faire l'hypothèse que la structure de financement normalisé est consubstantielle à un niveau de capitaux propres de 30 et un niveau de dette qui apparaît juste en dessous, à savoir de 20, voilà, plus le coût de la dette après impôt, donc 4%, que multiplie 1 moins le taux d'IS, qui est bien sûr ici de 30%, que multiplie le poids de la dette dans le financement, c'est-à-dire 20 sur capitaux propres plus dette, c'est-à-dire 30 plus 20. Voilà, et ça nous donne donc un taux d'actualisation, un coût moyen pondéré du capital de 8%. Une fois que nous avons ça, nous pouvons calculer les free cash flow actualisés. Pour ça, il faut que je précise la période d'actualisation. Alors, évidemment, nous sommes en début 2021, nous allons considérer que nous avons un an devant nous jusqu'au 31 décembre, pour simplifier. Donc là, nous avons une année devant nous pour aller jusqu'au 31 décembre, voilà, et puis à chaque fois, nous allons rajouter une année. Nous allons rajouter une année, voilà. Et naturellement, au total, nous voyons que nous avons 5 années de prévision. Voilà, et donc il ne nous reste plus qu'à prévoir une ligne free cash flow actualisée, au CMPC bien sûr. Et donc nous pouvons dire que nous avons le free cash flow de l'année, divisé par 1 plus le taux d'actualisation qu'on vient de déterminer égal à 8%, que je fixe, parce qu'on va utiliser toujours ce taux d'actualisation, quelle que soit l'année. Donc j'ai mis des dollars, hein, F4 ou commande T, puissance, la période d'actualisation qui est juste au-dessus, 1. Voilà. Et donc, si on se débarrasse des chiffres après la virgule, ça nous fait 3, et nous pouvons étendre jusqu'au bout. Voilà. Et donc, nous pouvons dire que nous pouvons considérer désormais la somme des free cash flow futurs 2021-2025 actualisés. Donc il nous suffit pour cela de faire la somme de la dernière ligne que nous avons obtenue, c'est-à-dire cette ligne. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à calculer la valeur terminale pour avoir la valeur d'entreprise. Donc la valeur terminale, en fait, elle repose sur la décomposition qui est ici. En fait, la valeur terminale, c'est ce dernier terme. C'est le dernier free cash flow actualisé que l'on connaît. Le dernier free cash flow actualisé, c'est précisément ce 7, que multiplie 1 plus le taux de croissance, que divise la différence entre le taux d'actualisation et le taux de croissance. Donc je vais dire égal, je prends le dernier free cash flow actualisé, c'est-à-dire 7, fois 1 plus le taux de croissance à l'infini, divisé par, tout simplement, K moins G, c'est-à-dire 8% moins 3%. Ce qui nous fait à peu près 149. Voilà. Si je fais l'addition de ces deux montants, n'est-ce pas? Je vais pousser cette formule. Ça me donne la valeur d'entreprise, 18 plus 149, et il ne me reste plus qu'à enlever la dette nette que l'on sait égale à 20, pour avoir finalement ce que l'on recherche, c'est-à-dire la valeur économique des capitaux propres. Qui sera égal donc évidemment à 168 moins 20, ce qui nous fait 148.